On entend à l'instant des explosions, c'est ce qu'on craignait, hein, c'est la contagion sur les autres pays du Golfe. Explosions entendues à Abu Dhabi et au Koweït. Oui, alors Abu Dhabi, le Koweït, visiblement le Qatar aussi, puisque vous avez CNN qui explique que des missiles ont été interceptés dans le pays. Vous avez la base américaine à Bahreïn qui, toujours selon CNN, a été prise pour cible par l'Iran. Alors CNN cite des médias d'État au Bahreïn, et vous savez que dans cet État notamment, vous avez le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine. Donc on voit bien qu'on est dans la phase où la riposte ne se fait plus seulement contre Israël, mais aussi contre les intérêts américains qui sont toujours en opération par ailleurs. Général Perruche, merci, vous êtes resté avec nous. Ça vous étonne qu'à moitié que l'Iran, en fait, aille aussi vers une espèce de guerre totale, un embrasement de la région. Quelle est cette signification pour vous ? Écoutez, je pense que les dirigeants iraniens ont bien compris maintenant que c'est leur existence même en tant que pouvoir sur l'Iran qui est en question. Et donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retarder l'échéance et de voir si ils ne peuvent pas causer suffisamment d'ennuis et de dégâts à l'alliance israélo-américaine pour espérer retourner à la table des négociations. Mais pardonnez-moi, mais quel est l'intérêt de frapper les pays du Golfe ? Alors, il ne frappe probablement pas les pays du Golfe en tant que tels. Ce qu'il frappe, ce sont les bases américaines qui s'y trouvent. Et donc, le message est clair aussi à l'endroit de ces pays-là. Vous accueillez des Américains. Les Américains sont nos ennemis. Ils sont en train de nous bombarder. Donc, nous sommes légitimes à bombarder votre sol aussi, si vous voulez. C'est ça le raisonnement. Restez avec nous, hein, évidemment. Didier Hidedjadi, signification, ça vous étonne qu'à moitié que les Iraniens qui jouent leur survie aillent jusqu'au bout et frappent les bases américaines dans le Golfe ? Le régime iranien avait annoncé que s'il y a une attaque contre, disons, son propre système, il va y avoir effectivement une perturbation dans la totalité de la région. Donc, ce qui est effectivement annoncé par le régime, il voulait faire à la fois non seulement des objectifs concernant les bases militaires américaines, mais également les différents pays du Golfe Persique pour les perturber, ceux qui sont considérés comme des alliés, donc des Américains. Et également, n'oublions pas un autre point, qui est effectivement la navigation dans ce Golfe Persique et également l'exportation, disons, du pétrole de ce Golfe Persique. Et le détroit d'Ormuz ? Et le détroit d'Ormuz, et qui est effectivement aux alentours de 20% du pétrole international qui doit passer par là. Donc le régime iranien, il avait annoncé que la région et également le détroit seront perturbés, mais néanmoins, je pense que ça reste limité. Pourquoi ? C'est parce que les Américains, ils se mobilisent également pour justement empêcher et contre-attaquer le système militaire iranien. Le régime, vous êtes en train de nous dire, n'a plus rien à perdre, a compris que c'était sa survie qui se jouait. Le régime, effectivement, il sait qu'avec le massacre, disons, de 40 000 Iraniens, il n'avait d'autre choix que de tuer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la survie donc du régime qui est en question. Le régime dit: le peuple iranien m'aime pas du tout, me déteste, et le niveau international également cherche à me renverser. Donc le régime utilise la totalité de ses moyens de nuisance et d'attaque contre les Américains, les Israéliens, mais également les alliés donc du monde occidental. Voilà, vous avez compris que les phases de négociation, c'est terminé. Dès hier soir, Donald Trump d'ailleurs disait: je ne suis pas content. On a vu la réaction. Pratiquement 10h30 si vous nous rejoignez sur LCI en ce samedi matin. Tous nos reporters sont mobilisés sur la planète pour vous faire vivre ces attaques américano-israéliennes sur Téhéran qui ont débuté à 7h25 ce matin. Merci Bethzabeh Salem d'être avec nous. Vous êtes en direct de Tel Aviv. Vous descendez et puis remontez de vos abris en fonction des informations que vous recevez sur votre smartphone et des sirènes. Quelle est la situation au moment où nous nous parlons ?
Alors nous avons eu une sirène il y a environ 5 minutes. Les gens qui se sont précipités par exemple dans cet immeuble vers cette entrée qui mène à une sorte de cave qui est un abri antimissile. À l'instant où je vous parle, alors ça ne me concerne pas exactement là où je suis, mais on entend au loin des sirènes antimissiles qui résonnent à nouveau, donc toujours dans la région de Tel Aviv, qui a donc été visée à plusieurs reprises ces dernières heures. Les médias israéliens rapportent, à l'instant, une explosion aussi qui aurait retenti dans la région de Tel Aviv. Alors on ne sait pas si c'est un missile qui aurait percuté un immeuble d'habitation ou en tout cas le territoire israélien, ou si peut-être c'est le bruit d'une interception, puisque vous savez que le système de défense israélien tente d'intercepter ces missiles, notamment ces missiles balistiques qui sont en provenance de l'Iran. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup plus calme en termes d'explosion ici où je me trouve à Tel Aviv que lors de la guerre des 12 jours, en tout cas pour l'instant, où on entendait vraiment des salves de roquettes avec des missiles qui percuter le sol et des énormes explosions. Pour l'instant, il semblerait que tous les missiles aient été interceptés, que ce soit ici à Tel Aviv ou dans les autres régions. C'est ce que rapportent aussi les médias israéliens. Et puis il y a ce message de Tsahal aussi sur les opérations en Iran. Tsahal qui affirme qu'il y a des opérations de grande envergure et de grande puissance qui vont avoir lieu en Iran et qui se poursuivront, je cite, aussi longtemps que nécessaire. Merci beaucoup, Bethsabée. Évidemment, vous restez avec nous en direct sur LCI ce matin. Brigitte Hadès nous a rejoint. Bonjour, vous êtes grand reporter à la revue Politique Internationale. À l'instant également, les frappes israéliennes d'ampleur en cours dans l'ouest de l'Iran, nous dit-on. Est-ce que ça vous étonne, ce qui est en train de se passer, cette espèce d'heure de vérité, de guerre totale, d'aller jusqu'au bout, vers l'annihilation du régime iranien? C'est, je dirais, le scénario le plus fort qui a été mis en place par les Américains et les Israéliens. C'est un scénario fort, mais il ne faudrait pas confondre les moyens employés et la fin. La fin étant, comme dirait Clausewitz, qui disait qu'il ne fallait pas confondre les moyens employés, même les moyens les plus forts, et l'objectif de la guerre. L'objectif de la guerre, ce serait de renverser le régime. Or, on sait très bien qu'on ne peut pas renverser un régime avec des attaques aériennes. Il va détruire la flotte des Pasdar dans le Golfe. Bon, ça va peut-être empêcher, mais de toute façon, il n'aurait jamais pu bloquer le Détroit. Il va y avoir beaucoup de dégâts, ils vont frapper tous les sites militaires, mais les Pasdar n'ont pas. Si le système répressif n'est pas lézardé de l'intérieur, rien ne va pouvoir arriver seulement par les airs. Et malheureusement, c'est très compliqué. Une armée au sol, c'est impossible, on ne va pas le faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Même s'il y a une répression, même s'il y a tout d'un coup des émeutes qui viennent avec le courage des Iraniens qui ont déjà subi les massacres les plus atroces, qui se mettent à descendre dans la rue, on ne va pas pouvoir les protéger par les airs, parce que sinon on va aussi attaquer. C'est pas comme si c'était une armée qu'on protégeait et que les avions américains ou israéliens ne vont pas non plus risquer de se faire descendre. Parce que c'est un peu contradictoire. Pardonnez-moi ce que disait Donald Trump ce matin dans son long discours avec sa casquette USA. C'était de dire restez aux abris les Iraniens et puis après on repassera pas deux fois. C'est l'occasion de changer de régime. Donc allez-y. Oui, mais allez-y. C'est pas évident que cette attaque, ces émeutes massives qui puissent arriver, lézardent le régime. Le seul espoir qu'on a, et on est dans une espèce de flou parce qu'on ne peut pas le savoir, c'est si l'armée a été suffisamment infiltrée pour faire le coup d'État qu'on espère qu'elle ferait. Ouais, ce qui n'a pas été le cas en juin, encore une fois. Il n'a pas été le cas, mais d'un autre côté, la guerre a été arrêtée très vite. Là, c'est une guerre qui va être en phase. Et peut-être que... Mais on ne peut pas le savoir. C'est vraiment une incertitude, mais on l'espère. L'autre chose qui est très importante, c'est de voir comment les Iraniens ont été malins d'attaquer tout de suite les bases américaines, parce que c'était dans le Golfe, que redoutaient beaucoup les pays du Golfe. Parce que les pays du Golfe, en fait, il y a deux choses qu'il faut savoir. D'essayer d'embraser la région. Voilà. Les premières choses, ils ne veulent pas que la région s'embrase, évidemment, mais aussi, ils ne veulent pas que l'Iran tombe. Parce qu'en fait, eux, ça les arrange d'avoir un régime affaibli en Iran, dont les proxys, finalement, sont aussi affaiblis, etc. Et puis, ils ne veulent pas non plus d'une guerre civile en Iran, parce qu'il y a toujours un risque. Oui. Le jour d'après, qu'est-ce qui se passe ? Et on l'a vu il y a quelques jours,
à quel point les Iraniens étaient en train de se battre entre eux. Je rappelle que le fils du Shah d'Iran aussi se place ce matin. La victoire finale est proche, dit Reza Pahlavi. Nous retournons en Israël. Vous retrouvez Michael Khalifa. Merci d'être avec nous. Vous êtes un habitant de Tel Monde en Israël. Quelle est la situation autour de vous au moment où nous nous parlons ? Alors la situation est évidemment inquiétante pour les habitants ici, quelle que soit la région et le village. On a eu déjà des alertes et dans le nord et dans le sud, dans l'ensemble du pays. En fait, il y a des alertes, il y a des préalertes qui nous avertissent du décollage et de l'arrivée future, dans un futur proche, de missiles ou de drones. Et puis après, quelques minutes après, il y a des vraies alertes où on demande aux gens d'aller dans les abris. Donc l'inquiétude est là, mais on va dire il y a une préparation qui est très importante dans le pays qui a été faite déjà depuis des semaines et on a été rassuré, on va dire, sur la capacité de défense antiaérienne, qu'elle soit israélienne ou américaine, avec les forces qu'ils ont amenées dans la région, qui fait que en ajoutant ça à la résilience des habitants ici, avec malheureusement les années qu'on vient de passer, qui fait que les gens sont sérieux et on va dire ne sont pas dans un état de panique. On a l'impression dans ce que vous nous dites que c'est tout sauf une surprise ce qui est en train de se passer. Oui, évidemment. On va dire, sans jugement évidemment, parce que les médias ont fait partie de ça. Il y a une médiatisation qui a été très importante et des négociations et de la préparation militaire des deux côtés depuis déjà des semaines. Donc tout le monde attendait cet événement-là. Et ça fait que les gens sont quelque part préparés. Évidemment, quand ça vient et quand ça arrive, sachant qu'on ne mesure pas l'ampleur de ce que ça va être, les gens sont plus inquiets. Mais oui, ce n'est pas une surprise. On savait que ça allait arriver, en tout cas dans ces jours-ci, et les gens sont préparés, les gens et les villes. Merci beaucoup, Michael Khalifa. Je rappelle que l'armée israélienne fait savoir ce matin qu'il a fallu des mois de planification pour arriver à ces attaques israélo-américaines ou américano-israéliennes, comme vous voudrez. Hélène Bonnet, on a l'impression que ça risque de durer longtemps cette fois-ci. Ça ne va pas être la guerre des 12 jours. Si on veut faire sauter le régime des mollahs, ça risque de prendre du temps. Oui, mais je ne sais pas si malgré tout on s'est lancé dans une campagne aussi longue que ça. Ça va peut-être être très fulgurant, très intense. Pour l'instant, on parle de quelques jours d'opération. Donald Trump n'a pas donné de délai. Donc ces quelques jours, c'est remonté par la presse israélienne essentiellement. Il va falloir voir effectivement quel est l'objectif de Donald Trump. Est-ce qu'il a appelé les Iraniens à l'action en espérant créer un mouvement, créer quelque chose sans doute, mais ça va évidemment pas se faire comme ça. Est-ce que si jamais les Iraniens disent bon attendez, on va peut-être essayer de faire des concessions quand même sur le programme nucléaire ou sur d'autres éléments. Vous croyez qu'ils sont encore dans cet état d'esprit-là et qu'ils n'ont pas compris que c'était fini pour eux ? Là, je pense qu'ils se prennent un gigantesque coup de pression, mais après, Donald Trump n'a pas non plus intérêt à s'enliser dans ce conflit et effectivement, a priori, il n'enverra pas d'hommes sur le terrain parce que ça, c'est quand même une ligne rouge pour les États-Unis. Donc si vraiment il veut créer un changement de régime, ça prend autre chose que une campagne de frappe tout aussi violente et longue qu'elle puisse être. Donc pour l'instant, il faut vraiment attendre. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il s'est lancé dans une opération d'ampleur. On ne connaît pas la durée. Et vraiment, je pense qu'il faut y aller prudemment justement parce que même les objectifs entre ce qui est affiché et ce qui est réel, on peut toujours avoir un doute sur les motivations de Donald Trump. Général Jean-Paul Perruche, on vous retrouve, vous êtes toujours avec nous. Pour un militaire, j'allais dire, c'est pas clair cette espèce de double objectif. D'une part, opération militaire et d'autre part, appel à la population civile pour faire tomber le régime. Oui, vous aviez raison de souligner tout à l'heure que la planification d'une opération comme ça doit être globale. C'est-à-dire qu'elle a une partie militaire, et on a vu ici, ça a déjà été commenté, qu'il n'est pas prévu d'action significative au sol. Donc c'est une action militaire de bombardement par des moyens aériens, missiles, etc., drones. Il faut que naturellement cette
phase militaire soit connectée à la phase du changement de régime proprement dit, qui dépend donc essentiellement et complètement de la population iranienne, puisque les Américains ne prévoient pas de s'engager au sol. Et donc, il faut qu'à un moment donné, et c'est ce dont je parlais précédemment, il faut qu'il y ait le passage entre la phase destruction des objectifs stratégiques du régime. Quels sont-ils? Ce sont naturellement les bâtiments de direction, de commandement, mais ça peut être aussi les PC, les transmissions. Ça peut être des objectifs logistiques, vous voyez. Ça peut être les casernes, etc., qui va obliger les gardiens de la Révolution à se disperser pour échapper à toutes ces frappes. Et une fois que l'administration iranienne des mollahs sera un peu disloquée, à ce moment-là, il faudra que le relais soit pris par les manifestants qui devront s'organiser et qui devront eux-mêmes prévoir la relève. D'abord, premièrement, la neutralisation des gardiens de la Révolution, de ceux qui continueront à défendre le régime. Et ça, effectivement, ça risque de prendre un peu de temps. Avec ou sans soutien extérieur, ça, il faudra voir, mais de toute façon, ce soutien extérieur sera forcément limité. Et une fois que les manifestants auront pris le contrôle d'un certain nombre de points clés, à ce moment-là, on pourra passer vraiment à la partie, à la phase changement de régime. Mais c'est quelque chose de phasé, forcément. Merci, Général Perruche. Restez toujours avec nous. Nous rejoignons Raphaël Jérusalemi. Merci, ancien officier du renseignement militaire israélien. D'abord, quelles sont les dernières infos dont vous disposez sur la riposte iranienne sur les villes israéliennes? Alors la riposte attendue iranienne est assez puissante, avec beaucoup de missiles de tirés. Il y a, au moment où je vous parle, des centaines de drones qui font leur route vers Israël. Ça leur prendra encore entre 3 et 4 heures pour atteindre le ciel israélien, mais ils sont déjà en route. En ce qui concerne les missiles, certains ont été interceptés, d'autres on ne les a pas interceptés parce qu'ils se dirigeaient vers des zones désertées. Après à peu près 1 ou 2 minutes qu'un missile quitte l'Iran, les Israéliens savent calculer son itinéraire et où il va tomber. Ils décident à ce moment-là d'intercepter ou non, car comme les Américains d'ailleurs, même si c'est une immense puissance, nous devons économiser nos munitions. Nous ne devons pas gaspiller les munitions, vu la durée du conflit qui peut être prolongée, puisqu'on voit que la riposte iranienne concerne beaucoup de villes israéliennes, comme vous le dites. C'est vraiment une attaque assez massive, mais aussi d'autres villes du Proche-Orient, Abu Dhabi, Bahreïn, des intérêts américains. Et on estime pour l'instant à 48 heures la durée de la frappe massive qui a lieu en ce moment, israélo-américaine, c'est-à-dire 2 jours pleins de frappes massives, de centaines de sorties aériennes pour aller frapper les intérêts du régime. Je terminerai en disant que c'est assez intéressant de voir qu'on a fait cette première frappe a commencé en plein jour. On n'a pas fait ça en pleine nuit comme ça se fait d'habitude. Et la raison, c'est qu'aujourd'hui, samedi, en fait, c'est comme le lundi en France, c'est-à-dire c'est le début de la semaine. Et on a attendu donc l'heure où les gens se rendent à leur bureau, à leur quartier général, sont en déplacement. Où là il y a une relève dans les bases et c'est l'heure où laquelle donc l'opération a commencé, car il y a énormément, on ne dit pas encore, on n'en a pas les chiffres, énormément de victimes du côté iranien et énormément de personnalités qui ont été supprimées. De ce fait, nous ne savons pas qui aujourd'hui tient les commandes de l'Iran et de l'armée des gardiens de la Révolution. Raphaël Jérusalemi, oui, je vous signale d'ailleurs, on entend des sirènes d'alarme près d'une base américaine au Qatar. Est-ce que vous avez des informations sur d'éventuelles victimes en Israël ? Pour l'instant, non. Il y a eu un missile qui est atterri dans le Negev, dans un endroit où habitent des Bédouins, et les Bédouins n'ont pas de protection, ils ne vivent pas dans des maisons en dur, ou si elles sont en dur, c'est pas très, très solide. Et il y a eu donc un missile qui est atterri là, avec des éclats qui ont abîmé une maison, mais il n'y a pas eu pour l'instant en Israël de victimes humaines, donc pas de blessés. Pour l'instant, malgré la première salve assez fournie, surtout vers le nord d'ailleurs du pays.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Vous restez avec nous si vous le voulez bien également. Il est quasi 11h moins le quart, heure de Paris, si vous nous rejoignez sur LCI. Vous le voyez, toutes nos équipes sont déployées sur la planète. On va vous retrouver Xavier de Giacomoni aux Émirats Arabes Unis. Raphaël Jérusalemi nous disait à l'instant, ça risque de durer 48 heures, cette riposte iranienne, avec des drones qui vont mettre des heures à arriver sur Israël cet après-midi peut-être. Et puis il y a ces sirènes d'alerte et ces explosions entendues non loin de bases américaines dans le Golfe. On a l'impression que les Iraniens, Xavier, jettent toute leur force en ce samedi matin dans la bataille. Oui, ils avaient prévenu, la riposte iranienne allait forcément être forte à la mesure de leurs moyens, de leurs possibilités. On sait qu'ils ont reconstitué leur stock de missiles après la guerre des 12 jours contre Israël, qui s'est conclue avec les bombardements américains sur les sites nucléaires, mais on ne sait pas exactement à quelle hauteur, et notamment pour les missiles longue portée qui peuvent frapper Israël. Moi, je me trouve donc dans le Golfe, aux Émirats Arabes Unis, et ici déjà, il y a eu plusieurs frappes iraniennes, notamment aux alentours d'Abu Dhabi, la capitale. Vous savez qu'il y a une base américaine, Al-Dafra, une base aérienne qui est utilisée régulièrement par les Américains. Et d'ailleurs, à ce sujet, elle est aussi utilisée par les forces françaises avec des Rafales. 700 Français y stationnent toute l'année. On ne sait pas s'il y a des dégâts, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, et le gouvernement émirati l'a annoncé, c'est que tout l'espace aérien autour d'Abu Dhabi, pour le moment, a été fermé. Les avions continuent à décoller et à se poser à Dubaï, mais ça pourrait ne pas durer si jamais les Iraniens intensifiaient leur riposte. Vous parliez de Bahreïn, effectivement, là on a des témoignages très précis. La base navale de la 5e flotte américaine a été touchée par plusieurs missiles. C'est plus facile pour les Iraniens en fait de toucher dans le golfe Persique puisque leurs côtes sont à peu près au maximum 250-300 km. Donc ils peuvent le faire avec des missiles à moyenne portée dont ils disposent en quantité assez impressionnante. Même chose au Qatar, et puis les sirènes ont aussi retenti à Amman en Jordanie où se trouvent aujourd'hui la plupart des avions américains, en tout cas ceux qui ne sont pas en Israël. On sait que les F-22 furtifs ont été basés en Israël. Pour revenir sur le Qatar, la base aérienne avait été vidée de ses avions. Il n'y a plus que quelques transports de troupes, donc les dégâts seraient limités. Enfin, pour conclure, Damien, là où je me trouve, au bord du golfe d'Oman, juste derrière moi, tout au fond là-bas, bon, il y a quelques pétroliers, vous les voyez sans doute pas, mais tout au fond, il y a les côtes iraniennes. Les côtes iraniennes juste à l'entrée du détroit d'Ormuz, qui sont gardées par la marine des gardiens de la Révolution. Et de temps à autre, on n'entend pas de bruit, mais on voit d'immenses fumées noires s'élever dans le ciel, signe qu'a priori, et j'ai des informations en ce sens aussi qui corroborent ce qu'on peut entreapercevoir ici, signe qu'il y a des bombardements tout le long de la côte pour éviter que les gardiens de la Révolution s'en prennent, vous savez, au détroit d'Ormuz, qu'ils essaient de kidnapper le détroit pour faire monter les prix du pétrole. Merci beaucoup Xavier, en direct des Émirats Arabes Unis sur le Golfe. Vous le voyez, nous sommes vraiment au cœur de l'événement ici à LCI avec toutes nos équipes déployées dans la région. Hélène Bonnet, on apprend à l'instant qu'il y a eu des explosions à Riyad, cette fois-ci, en Arabie Saoudite. Ça signifie quoi là? C'est que vraiment les Iraniens, j'allais dire, font feu de tout bois. Ils lancent tout ce qu'ils ont dans la région. Oui, absolument. Et ils touchent les partenaires des États-Unis. Ils avaient prévenu qu'ils pouvaient toucher les intérêts américains. Alors, on voit des premières remontées qu'on a, que ce sont des intérêts militaires qui sont ciblés, c'est-à-dire que ce n'est pas des bombardements sur l'ensemble de ces pays du Golfe ou de la région. Donc l'idée, c'est de cibler les intérêts américains, mais rien que ça peut servir à effrayer ces partenaires des États-Unis qui ont quand même, pour la plupart, plaidé pour qu'il n'y ait pas d'escalade, pour justement éviter ce que disait Xavier à l'instant, c'est-à-dire que ce détroit d'Ormuz, qui est si important pour le commerce, ne soit perturbé. Donc oui, il y a cette riposte contre ces pays-là, peut-être avec aussi un espoir côté iranien que ces partenaires des États-Unis appellent Donald Trump à la raison en lui disant allez-y doucement. Alors, Américain nous disait aussi Xavier de Giacomoni qui avait pris soin de retirer leur avion de chasse sur les bases parce qu'ils s'attendaient
aussi à une oui, alors je crois que ces iranienne. derniers jours, on voyait notamment une des bases, alors je ne sais plus dans quel pays du Golfe, mais qui effectivement avait été évacuée. Vidée de ces appareils les plus chers. Par À sécurité. l'instant, les gardiens de la révolution iranienne qui font état de vagues de drones et de missiles iraniens en route vers Israël, ce que nous disait Raphaël Jérusalemi à l'instant, c'est-à-dire des drones qui vont peut-être mettre des heures à arriver sur Israël, mais qui sont en route. Vous nous avez rejoint, Raphaël Jérusalemi. Vous attendez, vous le disiez, à 48 heures de frappe, c'est-à-dire que la population est prévenue. Là, tout le week-end, ça ne va pas arrêter. C'est le week-end au minimum. Les 48 heures, c'est mutuel. Ça veut dire, du côté israélo-américain, aussi le plan est de détruire le plus possible d'infrastructures politiques militaires iraniennes. Et là aussi, c'est étalé sur 48 heures, en espérant que, effectivement, d'ici demain, la puissance de tir iranienne sera extrêmement affaiblie. Je rappelle qu'il y a des éliminations ciblées de hauts commandants des gardiens de la Révolution. Pour l'instant, nous savons que sur la liste, j'en avais parlé sur cette antenne il y a 2-3 jours, il y a une liste de 200 personnalités clés du régime iranien et surtout des gardiens de la Révolution à supprimer ce matin. Une grande partie de cette liste a été atteinte, c'est-à-dire il y a un succès que je ne peux pas encore préciser, mais mesurer de cette opération d'élimination ciblée, qui fait que tôt ou tard, la chaîne de commandement des gardiens de la Révolution va être plus ou moins rompue. La chaîne de communication est déjà plus ou moins rompue grâce à une attaque cyber de grande ampleur. Et donc, on ne sait plus très bien, bientôt, qui prend les décisions aujourd'hui en Iran. Ce n'est certainement pas le guide suprême qui est non seulement caché dans un bunker avec des parois en acier, mais qui n'a plus les moyens de communication nécessaires pour donner des instructions. Et en ce qui concerne le plan militaire, beaucoup d'endroits des télécommunications militaires iraniennes ont été frappés dès les premières heures de cette attaque. Et donc, on devrait pouvoir escompter d'ici demain un affaiblissement. En ce moment même, les Iraniens tirent effectivement tout ce qu'ils ont parce qu'ils savent que le temps est compté et que tôt ou tard, ils n'ont plus les moyens de tirer comme ils le font en ce moment des salves fournies. Je le dis, elles sont fournies en Israël en ce moment. On reçoit véritablement beaucoup d'alertes. Les drones ne sont pas une menace qui nous inquiète terriblement parce qu'ils sont faciles à repérer et à intercepter vu leur lenteur, vu le temps qu'ils mettent à arriver. La véritable menace, ce sont les missiles balistiques, mais ça peut être, et c'est pour cela qu'on attaque le Sud-Liban, ça peut être aussi des roquettes à courte portée qui sont tirées tout simplement à jet de pierre, oserais-je dire, du Sud-Liban vers le nord d'Israël. Et notamment par le Hezbollah. Raphaël Jérusalemi, oui. Vous disiez 200 cibles visées, ça veut dire que la préparation a été considérable, que le Mossad ou les troupes spéciales ont localisé 200 cibles à éliminer depuis des mois. Exactement, avec la complicité bien sûr de l'opposition iranienne, avec beaucoup de personnel iranien au sol recruté et activé par le Mossad et la CIA, mais qui permet de faire ces éliminations ciblées avec des modus operandi. J'ai comparé ça au beeper pour la simultanéité, mais sur le modèle opérationnel, il y a différentes façons de cibler et de supprimer ces personnes pour ne justement pas qu'on puisse identifier ce modus operandi qui change selon les cibles. Mais les 200 personnes, la liste, je l'avais dit sur LCI déjà plusieurs fois, la liste est établie depuis longtemps et certaines de ces personnalités sont sous le radar depuis très très longtemps, sont surveillées à la loupe par les services secrets, on connaît leurs habitudes, on connaît leurs protocoles. Et j'ai rappelé tout à l'heure la raison pour laquelle on a attaqué en plein jour la première heure du premier jour de la semaine en Iran. C'est justement à ce moment-là que ces cibles doivent se rendre à leur endroit de travail. Intéressant. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Vous nous rappelez l'affaire des beepers. Vous vous souvenez, ces beepers qui explosaient tous en même temps et quand on les regardait ou qu'on les écoutait. Le général François Chauvency vient de nous rejoindre. Bonjour, consultant géopolitique LCI. On est toujours ravis de vous avoir. Comment est-ce que vous qualifierez ce qui est en train de se passer, cette espèce d'attaque massive, cette espèce de guerre
totale, aller jusqu'au bout, jusqu'à l'annihilation du régime des mollahs. Alors, on voit l'objectif. Il est lointain, pas forcément atteignable, mais tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc c'est très clair, c'est détruire la capacité missile de l'Iran, achever peut-être les organisations, je dirais, de production nucléaire militaire, éliminer effectivement aussi toutes les têtes dirigeantes, toutes celles qui pourraient organiser la résistance à une phase ultérieure de cette opération, bien que j'ai quelques... Bon, je veux bien croire qu'on puisse identifier 200 cibles humaines. Couper la chaîne de commandement, nous disait Jérusalem. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de l'art de la guerre. Dès lors qu'il n'y a plus de décision possible au plus haut niveau, dès lors qu'il n'y a plus d'échelon intermédiaire capable de donner des ordres, automatiquement, vous déstructurez la capacité de résistance. Et de l'extérieur ou de l'intérieur, on peut en profiter pour essayer effectivement de changer de régime, puisqu'il n'y aura plus de coordination dans la répression. Nous l'oublions pas. Et ça, ce sera dans une deuxième phase ? Elle est préparée, là, la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, quelle tête elle aura ? Je ne crois pas trop aujourd'hui, du jour au lendemain, à une population iranienne qui répand le pouvoir. On ne connaît pas vraiment des structures susceptibles de remplacer... alors attendez, je vous arrête à l'instant. Le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui vient de s'exprimer. On l'écoute. Je vous demande de rester chez vous pour le moment et de préserver votre tranquillité et votre sécurité. Soyez vigilants et prêts à retourner dans les rues pour l'action finale au moment opportun, dont je vous informerai en détail. Nous sommes très proches de la victoire finale. Je souhaite vous rejoindre au plus vite afin que nous puissions ensemble reprendre le contrôle de l'Iran et le reconstruire. Voilà, on sent bien, si je puis me permettre, Général, l'objectif en deux phases. Restez chez vous, la population civile, pour l'instant, ce sera pour plus tard. C'est tout à fait légitime, dans la mesure où déjà la population iranienne n'a pas d'armes pour prendre le pouvoir. Donc il faut que le régime soit suffisamment déstructuré pour qu'il ne soit pas capable d'exercer ce qu'il a fait depuis des semaines en termes de répression. Maintenant que le prince ou le Shah Reza Pahlavi se met en position de successeur potentiel, il est à l'extérieur, ça fait 47 ans qu'il n'est pas en Iran, qu'il ne vit pas en Iran. Il joue sa carte. Il joue sa carte. Bon, maintenant, on a eu d'autres cas comme en Irak où ça n'a pas bien fonctionné. Alors, on verra. Pour l'instant, je crois qu'on n'est pas dans la phase de la prise de pouvoir par quelqu'un d'autre, par un parti quelconque. On est surtout sur la déstructuration de l'Iran en termes de commandement, en termes de capacité militaire, en capacité de menace. Et je crois que c'est ce que fait Israël et les États-Unis. Le premier objectif, c'est d'empêcher l'Iran de continuer ses actes de nuisance. Maintenant, ça ne veut pas dire que le conflit ne va pas s'étendre avec tous ces proxys dont on connaît. On vient de parler du Liban, ça s'anime, les Houthis aussi. Donc il y aura effectivement d'autres choses qui vont se passer. Donc maintenant, préjuger de l'avenir, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a déstructuration de toute la capacité de résistance de l'Iran. On est en tout cas en pleine phase militaire. Brigitte Hadès, le fils du Shah d'Iran comme recours, possible, pas possible, même si on ne connaît pas vraiment de leader de l'opposition iranienne autre que lui pour l'instant. D'abord parce qu'il a été appelé par les Iraniens eux-mêmes. C'est quand même quelque chose qui est très différent de ce qui s'était passé en Irak. Deuxièmement parce qu'il est... Alors par certains Iraniens. Quand même beaucoup dans la rue. On a vraiment... Moi j'ai mon mari est iranien, donc j'ai plein de cousins. Je les entends, ils sont pas... Ils disent qu'ils ont parlé, ils ont dit à quel point dans les rues ils ont entendu les appels. Donc il y a vraiment cette légitimité-là qui est quand même fondamentale. Et surtout parce que lui, il n'est pas soif de pouvoir. Il n'est là que pour faire la transition, pour aider la démocratie à se faire en Iran enfin. Et donc ce serait plutôt une figure tutélaire, pas tutélaire justement, une figure un peu symbolique. Il s'est toujours présenté comme ça, je l'ai interviewé plusieurs fois. Je peux vous dire qu'il n'a jamais changé de discours, il n'a pas du tout envie de prendre le pouvoir. Donc c'est vraiment très différent. Faciliter la transition. À l'instant, l'Iran répondra fermement aux frappes américaines et israéliennes, dit le ministère des Affaires étrangères. Que l'armée se désolidarise des mollahs, possible ou pas? Ce qui n'avait pas été fait en juin dernier. C'est possible, mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, on ne sait pas à quel point le niveau d'infiltration des services secrets aura son effet. On ne sait pas qui va tourner sa veste ou non. Mais ce qui est très important, c'est ce que j'ai entendu quand j'ai entendu Trump dire qu'il voulait lui donner l'immunité à ceux qui n'allaient pas prendre les armes. C'était un peu un vœu pieux, parce que franchement, finalement, il ne va pas pouvoir il va pas trouver au sol, il ne va jamais pouvoir les protéger, ces gens-là, même s'il avait l'intention de le faire, ce qu'il n'avait pas l'intention de faire de toute façon. Donc c'est absolument
absurde quelque part de l'entendre dire ça, mais en même temps, on pense que l'armée pourrait, parce que c'est vraiment la seule qui a... Peut-être qu'ils ont participé un peu au massacre, mais non, ils n'ont pas tué. Ce qu'ils ont fait, c'est peut-être ils n'ont pas protégé la population. Et on les a vus quand même, certains, aux côtés des centres de commandement dans les dernières semaines. Donc je pense que c'est quand même compliqué, mais je pense que c'est la seule solution, c'est si l'armée... D'ailleurs, le fils du Shah il est gradé, etc. Donc ça aussi, ça peut être aussi emmène une partie de l'armée avec lui. Oui. Il est quasiment 11h en ce samedi matin sur LCI. On vous rappelle que depuis 7h25, heure de Paris, les premières frappes américano-israéliennes se sont abattues sur l'Iran. Tous nos reporters sont sur place. C'est un conflit qui va sans doute durer longtemps. Donald Trump est apparu à la télévision depuis Mar-a-Lago pour dire quoi ? Pour dire l'Iran, n'aura jamais la bombe nucléaire. Comprenez, nous allons tout faire pour détruire les installations de missiles et les installations nucléaires. Et 2, il appelle les Iraniens à s'emparer du gouvernement. L'heure de votre liberté est à portée de main, dit le président américain. Nous allons tout de suite, où ça ? Eh bien en Israël, vous retrouvez à Tel Aviv, Bethsabée Salem. Merci d'être avec nous. Quelle est la situation autour de vous alors que l'on sait que des missiles s'abattent sur les grandes villes israéliennes et que des drones sont en route? Oui, alors des missiles qui sont tirés depuis l'Iran en direction des grandes villes, mais pour l'instant, tous ces missiles ont été interceptés. Cela entraîne parfois des explosions. Il y a eu une explosion il y a quelques minutes dans la région de Tel Aviv que j'ai pu entendre au loin. On ne sait pas avec certitude s'il s'agit d'une interception, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'information de mon côté d'un missile qui ait créé un impact en Israël. Et pourtant, il y a eu plusieurs dizaines de missiles qui ont été tirés depuis ce matin. Le porte-parole de Tsahal a affirmé ce matin qu'il s'agissait en Iran d'une opération de grande envergure qui était menée côté iranien de la part d'Israël et des États-Unis. Une opération qui, je cite, se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire, et ces dernières minutes surtout sur la chaîne 12 israélienne et je crois sur la plupart des médias israéliens, d'après ce que je comprends, il y aurait un haut responsable israélien qui affirmerait que l'élimination d'un haut dirigeant d'Iranien constituerait une grande réussite. Donc ça voudrait dire, si ça se confirme, eh bien qu'il y a une élimination, on ne sait pas laquelle, mais apparemment de quelqu'un de haut placé en Iran. On pense bien sûr au guide suprême iranien, mais à l'heure qu'il est, pas de certitude. Il faut vraiment prendre ces affirmations avec des guillemets. En tout cas, les opérations en Iran devraient continuer encore plusieurs jours. Quant à la situation ici, eh bien, déjà 2 ou 3 sirènes, au moins antimissiles, ont retenti ce matin à Tel Aviv et dans l'ensemble du pays. Merci beaucoup Bethsabée depuis Tel Aviv, et on sait que vous faites l'aller-retour avec l'abri qui est en bas de votre immeuble dès que vous entendez votre téléphone avec une sirène stridente. 2 informations, vous disiez élimination d'un haut dirigeant iranien. Alors apparemment le guide suprême Khamenei aurait été exfiltré et serait dans un bunker difficilement atteignable. Et puis l'Iran fait savoir que le président iranien Massoud Pezeshkian lui serait aussi en sécurité. C'est ce qu'on peut vous dire ce matin. Nous retournons à Tel Aviv, vous rejoindre Franck Aziza. Merci d'être avec nous en direct de cette édition spéciale sur LCI. Vous êtes un franco-israélien. Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Comment vivez-vous ces quelques heures depuis 7h25, heure de Paris, ce matin ? Écoutez, on s'attendait à cette frappe. Ça fait depuis plusieurs mois maintenant que tous les Shabbats, tous les week-ends, on nous dit c'est pour ce week-end, c'est pour ce week-end. Donc là, hier, avec les évacuations qui ont été émises, notamment par les diplomaties américaines, et la Chine a demandé aussi à tous ses ressortissants iraniens en Iran d'y évacuer l'Iran. Donc on savait à peu près que c'était pour aujourd'hui. Donc on s'est réveillé tranquillement, ils nous ont fait une alarme avec, vous savez maintenant il y a 2 alarmes, il y a 2 types d'alarmes, il y a l'alarme sur le téléphone et une alarme avec la sirène à l'extérieur. Et du coup on savait que Israël avait lancé l'attaque à ce moment-là et ils nous ont demandé de rester proche des abris.
On a eu 3 alertes sur Tel Aviv. On a entendu une déflagration, à mon avis, ça doit être un missile qui a dû être intercepté au nord de Tel Aviv. Voilà, moi j'habite dans le sud de Tel Aviv. Mais voilà, pour l'instant, on reste à côté des abris. On sait qu'on va avoir pas mal d'alertes pendant la journée. Oui, c'est ça, que ça risque de durer longtemps. L'armée israélienne qui annonce à l'instant un renforcement d'ampleur de ses forces sur tous les fronts. Tout à fait. Didier Idjadi, merci beaucoup, Franck Aziza, merci d'avoir été avec nous. Didier Idjadi, possible que les militaires iraniens disent bon, les carottes sont cuites, l'attaque est trop forte, on change de régime? C'est une possibilité-là, car il y a parmi les forces militaires, il y a les pastorants, qui est une organisation très, très idéologique et fanatique, si vous voulez. Eux iront jusqu'au bout. Eux, ils vont jusqu'au bout, là. Mais également, il y a des Bassidji, qui sont également, en grande partie, donc, sont des gens effectivement fanatiques et partisans donc du régime. Mais parmi ces gens-là, on a constaté qu'effectivement, il y a des petits, disons, des petites réactions, si vous voulez, un flottement. Mais surtout, il y a beaucoup d'espoir concernant l'armée. L'armée qui est issue de l'armée du Shah, malgré les conditionnements véritablement idéologiques depuis des années et des années. Et donc, le régime vient d'annoncer, il y a 2 semaines, qu'il cherche à intégrer l'armée au sein donc des pastorants, mais néanmoins, il peut y avoir effectivement des défections au sein de cette armée-là. Et donc, si vous voulez, jusqu'à maintenant, il était très, très contrôlé, mais il est possible, c'est une possibilité qu'il faut rester attentif, si vous voulez, que c'est une partie de cette armée-là puisse effectivement se retourner contre le régime en accompagnant donc le peuple dans sa lutte contre le régime. On vient d'écouter à l'instant Reza Pahlavi, le fils du Shah, lancer un appel en quelque sorte au calme, c'est-à-dire de la population de rester chez elle. Pour l'instant, ça peut être un recours crédible? Son retour est... Oui, son retour pour faciliter le retour à la démocratie. Si vous voulez, moi je suis républicain, mais néanmoins en Iran, depuis quelque temps, on constate qu'il y a l'émergence donc de Reza Pahlavi comme une alternative face à ce régime-là. Et contrairement à ce qui a été dit dans beaucoup de médias en disant qu'il s'agit d'un vide, etc., mais quand il y a des millions d'Iraniens qui le réclament en Iran, mais également, il y a 2 semaines, si vous voulez, à l'étranger, plus d'1,5 million donc des Iraniens qui sont descendus dans toutes les capitales, c'était suite à l'appel donc de Reza Pahlavi. Oui, il n'y a pas de vide, il y a quelqu'un. Pour l'instant, c'est le fédérateur numéro 1. Voilà. Ouais. Hélène Bonnet, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Il y a quelques minutes, on entendait des bruits d'explosion sur les bases américaines du Golfe, que ce soit à Bahreïn, aux Émirats, jusqu'à Riyad ou au Qatar également. Oui, alors des explosions qui sont entendues. Il semblerait qu'il y ait de la fumée sur l'une de ces bases navales, donc au Bahreïn. Pour l'instant, on n'a pas de bilan, on n'en sait pas vraiment plus, mais ça montre bien qu'il y a une riposte sur les intérêts américains dans toute cette région. Vous avez aussi des réactions au-delà. Je disais qu'un porte-parole du gouvernement allemand a informé que l'Allemagne était au courant à l'avance des frappes, informée par Israël, et qu'il ne se prononçait l'Allemagne ne se prononçait ni en faveur ni contre les frappes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de prudence pour l'instant dans les réactions.